il y a eu une fois, ça m'a sidéré et je me rappelle encore aujourd'hui et je trouve ça c'est un truc de fou. J'étais dans ma chambre et je reçois un message de mon papa qui était en Angleterre qui me dit descends manger. Et donc ma belle-mère avait fait à manger, elle était pas venue me chercher et elle a envoyé un message à mon père, si tu veux que ton fils vienne manger, tu lui dis. C'est quand même quelque chose, non ? Elle était pas venue te chercher, elle t'avait pas. Ok. Non, parce qu'il y a eu une tension, il y a eu une embrouille et ça a été compliqué. Puis elle disait tout le temps que mon but c'était que elle et mon père se séparent. Elle disait tout le temps que c'était ce que je voulais, tu vois. Elle avait l'impression que je voulais nuire à leur couple. Et au début, du tout, tu vois. Mais au bout d'un moment, j'en avais plein mon cul, quoi. Ouais. Et il y a un moment où elle m'a posé la question et j'ai dit ça me saoule, ça me fait chier, ouais. Et elle a dit, tu vois, je t'avais dit. Bah oui, c'est ce qu'il voulait. Ouais. On appelle ça une prophétie autorisatrice. Hein. C'est-à-dire que tu veux tellement un truc que tu fais tout pour faire en sorte que ça arrive et puis à la fin, comme ça tu pourras dire j'avais raison depuis le début. Complètement. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mecs. 2 mercredis par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme ? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Benjamin, salut. Salut Fab. Bienvenue. Merci. Est-ce que on peut réexpliquer un petit peu le contexte de notre rencontre ? Bah en vrai ouais, avec plaisir. Carrément. C'est très marrant parce que donc on s'est retrouvés à la sortie du Fab et Mimi Show en live. T'étais particulièrement ému et étonnamment ému pour moi par rapport à les gens que j'ai l'habitude de rencontrer, quoi, tu vois, qui écoutent ce que je fais et tout. Ça t'a touché de ouf de me rencontrer. Tu tremblais et tout, pipou. Ouais. Non, bah, il y a vraiment ce truc de, ça fait un petit moment que j'écoute les podcasts et ça m'aide pas mal dans ma vie. Donc, c'était un peu bizarre quand même, un peu mon idole, quoi. Calme-toi! Non, mais, calme-toi! Si, parce que vraiment, je te jure. Mec! Je refuse. Je suis désolé. Je refuse ce statut. Mais, non, mais, je sais pas quel autre mot trouver, mais juste, ça m'a fait quelque chose parce que... Non, mais l'idole, mec, tu te rends compte? Non, mais tu vois, il y a déjà, le fait d'écouter les podcasts, c'est quand même quelque chose d'assez intime, ce que vous racontez de manière générale, et même si c'est... Enfin, je pense que vous parlez pas de toute votre vie, il y a quand même une connexion qui se fait, tu vois, plus que par exemple quand tu regardes un film, et moi j'aime beaucoup Pedro Pascal, je connais pas Pedro Pascal, tu vois, j'aime beaucoup, et je pense que si je le rencontrais, je me chierais dessus aussi, mais ce serait différent parce que déjà il parle pas français et il y a une proximité qui s'installe quand deux personnes parlent la même langue naturellement, et donc ça m'a fait quelque chose, et puis j'étais content de réussir à avoir le courage de venir te parler et de simplement te dire que j'apprécie ce que tu fais pour ça c'est cool. Ouais, voilà. Mais c'est pas pareil que Idole. En fait, tu vois, je me demande aussi à quel point c'est important pour toi d'avoir des mecs peut-être un peu plus vieux que toi aussi, qui sont des rôles modèles ou peut-être des références, tu vois. Je trouve que ça manque cruellement.
Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs une question que j'ai complètement laissé tomber quand j'ai repris Histoire de mec, mais Mimi demandait régulièrement, en fait, c'est quoi pour toi une image de mec positif, quoi. Ouais. C'est important pour toi? Oui, bah oui, complètement. C'est ça, genre, t'es plus âgé que moi et tu représentes une figure positive de la masculinité. C'est pour ça que j'étais aussi content de te voir, quoi. Bah merci. Avec plaisir. T'en as d'autres, des figures positives de masculinité Bah, réel, je pense pas. Ok. Non, je pense pas. En vrai, ouais, j'ai un peu réfléchi à la question, puis bah, j'aime bien Obi-Wan Kenobi, quoi, mais c'est pas la même chose. En fait, ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est il a tout perdu. Je sais pas si tu connais vite fait Star Wars, mais il a tout perdu, son apprenti, la femme qu'il aimait, l'ordre Jedi. Enfin, il a tout perdu, et c'est un des seuls personnages qui n'est jamais sombré du côté obscur. Il a toujours gardé l'espoir, et je trouve ça très joli, et j'aime bien ça. T'es fan de Star Wars? Un peu, tout petit peu. Quand tu dis un peu, ça sent le gros nerd, c'est ça? Un peu, ouais. Un peu, j'aime bien. Ouais. T'as 21 ans, donc? Ouais. Et tu travailles, en tout cas, tu veux travailler dans la 3D, c'est ça? Voilà, dans le milieu du jeu vidéo ou du cinéma d'animation. C'est ton objectif? En vrai, ouais. Ok. Complètement. Tu t'épanouis là-dedans? T'as choisi ce milieu artistique? Bah écoute, carrément, pour te résumer rapidement, j'ai fait un bac S et je me suis rendu compte très vite que c'était pas pour moi, et j'ai simplement suivi les autres parce que bah, le bac éco m'intéressait pas spécialement et le bac L non plus. Et ouais, je me suis rendu compte en terminale que bah, peut-être après le bac S, je pouvais faire autre chose et pas une prépa ingénieur. Et j'ai fait du coup une prépa art appliquée et ça m'a carrément plu. Et puis après, j'ai continué dans la 3D et j'ai toujours aimé dessiner. Donc ouais, je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. Tu dessines depuis tout gamin, c'est ça? Ouais, et tu continues aujourd'hui à dessiner au crayon? Je dessine moins, mais je fais de la sculpture 3D du coup, numérique. Donc il y a quand même des notions d'anatomie et de création qui sont toujours là. Et donc ouais, ok, carrément. Ça te fait pas chier de moins dessiner sur le papier? En vrai, si, des fois un peu. Mais malgré tout, ça reste vachement chouette de le faire sur un ordinateur. Et puis avoir des prods en 3D, je trouve ça vachement cool parce que tu peux tourner autour de ton modèle et c'est une autre approche, mais que je trouve super intéressante et le résultat final me plaît plus. Ok, voilà. D'accord. Bah, je te souhaite Tu cherches une alternance, on peut peut-être le dire. Ouais, voilà. S'il y a des gens qui écoutent ou qui connaissent des gens qui... Complètement, ouais. Je suis en stage chez Ubisoft, je finis fin juin et je recherche une alternance pour le mois de septembre avec l'école Isart Digital en Master 1. Voilà. Ok, donc soit dans le milieu du jeu vidéo... Ou du cinéma d'animation. Soit dans l'anime. C'est ça. Ok. Carrément. Mais écoute, le message est passé. Hein. Ouais, croise les doigts. Bah écoute... Ok, je me demandais un petit peu, parce que tu me disais que t'avais commencé par écouter le Boys Club. Ouais. Je me demandais déjà comment t'avais découvert le Boys Club. Bah avec du coup mon ex-copine, avec qui je suis sorti pendant 2 ans et demi. Ça s'est terminé au mois de mars cette année. Et donc ouais, elle écoutait pas mal de podcasts et c'est elle qui m'a un peu converti, avec 4 quarts d'heure au début. Ok. Hyper marrant. Et après du coup The Boys Club et le Fab et Mimi Show. Ok. Voilà. Donc t'es rentré, donc tu connaissais pas Mademoiselle, t'es juste rentré par le Boys Club. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'écouter le Boys Club, toi, en tant que mec de 20-21 ans? Bah déjà, je pense pas être un mauvais mec, tu vois. Je pense avoir des bonnes bases. Un mauvais mec. Mais oui, non, mais si, il y a le concept. Vas-y, raconte. Et tu vas me dire ce que c'est que pour toi un mauvais mec après. Mais ouais, ouais. Et ouais, du coup, il y a ce truc de... je pensais que j'étais calé, tu vois, sur la masculinité, la déconstruction et tout ça. Et en fait, en écoutant The Boys Club, bah du coup, il y a plein d'hommes qui parlent de leur rapport à leur masculinité et de comment ils ont grandi. Et juste, t'as d'autres points de vue. Et je trouve ça hyper chouette d'entendre les histoires, les anecdotes et de se rapprocher parfois. Et des fois, c'est des sujets qui concernent moi, mais juste, je sais pas, j'ai pris du recul sur plein de choses. Et ouais, ça m'aide beaucoup, quoi. Juste les histoires d'autres gens et leur manière d'approcher leurs histoires, je trouve ça vachement chouette. Et pareil, les questions que vous posez du coup, que vous posiez dans le The Boys Club. Mimi, donc à l'époque. Exactement. Ouais. Et je les trouve vachement intéressantes. Et puis du coup, je les ai toutes un peu retranscrites sur moi et je me suis toujours dit qu'est-ce que je répondrais et tout. Donc ouais. C'est quoi pour toi un mauvais mec alors? Et pourquoi t'as la sensation de pas être un mauvais mec? C'est un peu l'inverse de la question que tu poses normalement là. Qu'est-ce que c'est être un homme? Ouais, on peut démarrer comme ça, c'est comme tu veux.
Bah, déjà, il y a être un homme aux yeux de la société et la construction sociale qui veut qu'on soit un homme comme elle est faite. Et je pense que déjà, être un homme bien, c'est réussir à se rendre compte de ça et pas suivre ça. Le fait de pas parler de ses émotions, de ne pas s'autoriser à pleurer, d'être fort et d'être courageux et de pas... Ouais. C'est pas pareil. Enfin, pour moi, c'est différent, tu vois. Ouais. Tu peux être fort et courageux, et en même temps, Oui, mais- pour moi, c'est hyper fort et courageux, au contraire, de t'autoriser à pleurer Oui, quand t'es un homme, parce que c'est au Mais on- contraire l'inverse de ce qu'on attend de toi, quoi. on te dit souvent, ouais, sois courageux, sois fort, pleure pas, sois pas comme une fille, quoi. Ouais. Et c'est symbole de faiblesse d'être comme une fille. Hmm. Et c'est ce qu'on montre aux mecs et on leur montre à pas. On leur explique qu'il faut pas montrer leurs émotions, pas pleurer, rester fort. Si tu te fais un bobo, c'est pas grave. Pleure pas, ça va passer. Et on te montre beaucoup que t'as pas le droit de pleurer, pas le droit de montrer ce que tu ressens. Et je vois, il y a beaucoup d'hommes qui sont incapables de faire ça. Il y en a beaucoup. Et le fait de réussir à, par exemple, pleurer au cinéma, tu vois, tu t'en fous, genre. Ou, ouais, t'es en public, tu pleures et moi je m'en fous, genre. C'est ok de pleurer, de montrer qui on est. Tu gagnes parce que t'es dans le noir. Donc, Oui. il y a pas grand monde qui peut te voir. C'est sûr. Tes voisins. Mais quoi. même pleurer tout seul. Je pense qu'il y en a plein qui font pas ça. Et du fait que moi, en ce moment, je traverse une période un peu complexe par rapport à la rupture, Faut en parler. je pleure, mais je m'en fous, tu vois. J'évacue, je pleure s'il faut pleurer, puis il faut pleurer. Bah, tu dis ça comme si ça avait été, comme si c'était simple pour toi. Ça a toujours été simple pour toi de pleurer ou? Je pense, ouais. Ok. Ouais, je pense que j'ai jamais eu trop de soucis. Et d'autant plus maintenant, enfin, je m'en fous, quoi. Je sais que c'est normal et que ça va pas faire de moi quelqu'un de faible Même vis-à-vis de tes potes, là. Tu me disais tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, que t'as une bande de copains, c'est ça? Où vous êtes suivis Ouais. tous ensemble dans l'école? C'est des copains que t'as depuis longtemps? Non, c'est des copains que j'ai rencontrés, bah, du coup, il y a 2-3 ans, Ok. en même temps que mon ex, du coup, Gwen. Ouais. Et il y en a certains avec qui je me sens ok de parler de mes émotions, mais pas tous, tu vois. Ok. Et plus souvent, je suis amené à parler de ce que je ressens et de mes émotions à des femmes, et c'est juste plus facile pour moi parce qu'elles comprennent plus simplement. Et il y a moins ce truc de, bah, une femme, c'est une femme et elle est naturellement plus simplement déconstruite qu'un homme, et je sais que je vais pouvoir parler de ces choses-là sans l'appréhension de est-ce que je vais me faire juger, quoi. Ok. Mais en même temps, quand tu fais ça, et je comprends pourquoi tu le fais, hein, tu participes aussi au problème. Oui. C'est-à-dire que forcément, si tu vas pas voir les mecs, Oui. pour parler de tes émotions, parce que tu te dis, ok, peut-être qu'ils vont me juger, peut-être qu'ils vont pas me recevoir comme il faut, Ouais. etc. Bah, tu peut-être t'empêches d'ouvrir une porte Ouais. entre vous, tu vois, qui changerait fondamentalement la nature de votre relation, quoi. Mais je le fais. Ok. Je parle aux hommes aussi. J'ai simplement dit que je me sentais plus à l'aise de le faire avec les femmes. Ok. Mais là, chez Ubisoft, je me suis fait des super copains qui sont vachement chouettes, ils se reconnaîtront. Et je leur parle de tout comme j'en parlerais à une femme. Et ils sont vachement là et tout, et pas du tout dans le jugement, et au contraire, ils m'aident. Et c'est vraiment ok de parler des émotions et Ouais. de la tristesse. Donc, tu veux dire que pour parler de cette rupture, donc c'était en mars, c'est ça? Ouais. Donc c'est tout frais, là, on est fin mai. Ouais. Ça faisait 2 ans et demi que t'étais avec elle. Ouais. Et donc t'étais en stage. Ouais. Déjà. Ouais, en fait, elle est à Nantes et on était ensemble pendant 2 ans. On se voyait très souvent. On n'habitait pas ensemble, mais on se voyait très souvent. Et donc en janvier, je suis parti à Paris du coup. Et donc on s'est plus vu beaucoup parce on était loin. Puis ça coûte cher et tout. Donc il y a eu ce détachement qui s'est fait progressivement. Puis après, c'est arrivé. Et, ouais, Ok. Mm. C'est toujours à fleur de peau, là, un peu, ouais. cette histoire. En vrai, ça avance, mais un petit peu quand même. T'as le droit de pleurer hein, dans ce micro, tu le Bien sais. sûr, hein. bien sûr. Moi, je te jugerai pas, je vais me moquer de toi. Tu sais, comme dans les Simpsons. Ouais, Nelson. Le fameux Nelson. Ouais, J'avais plus son prénom, tu vois. J'ai pas assez regardé Ouais. les Simpsons, je me rends compte. moi j'ai poncé, moi. Oui. Mais alors, ouais, avant de parler de ta rupture, etc., j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu le petit mec que tu as pu être et dans comment tu as été éduqué en tant que garçon. Bah, ouais. Alors au début, enfin, mes parents sont divorcés, donc j'ai longtemps vécu avec ma maman et j'allais un week-end sur 2 chez mon papa. Et j'avais beaucoup un manque de mon papa aussi à ce moment-là. Je le voyais pas assez. T'avais quel âge? Ils se sont séparés quand j'avais 4 ans Ok. et ça a duré jusque collège, je pense. Ok. Après, il y a eu des événements qui ont fait que j'étais plus chez mon papa. Donc entre tes 4 et tes 10, Un c'est truc ça comme ça, ouais. Ok. Ouais. Dur. En vrai, ouais. Mais je pense que quand la séparation intervient quand t'es jeune, tu te rends moins compte que
Que ça te fucked up. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que ça te fucked up. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, je vivais avec ma maman. Et je pense que j'ai toujours été un gars un peu timide, un peu sensible aussi quand même. Et je me renfermais beaucoup sur moi-même. J'étais beaucoup dans ma chambre et j'aimais bien rester tout seul. T'as des frères, des sœurs? J'ai une sœur, ouais, du coup, et un demi-frère. Ok. Et donc, ma sœur, elle a 3 ans de moins que moi, donc j'ai grandi avec elle. Et mon petit frère, il a 10 ans de moins que moi, donc je l'ai moins vu. Ok. Bah, du coup, pendant cette période où j'étais chez ma maman. Mais oui, ma sœur, je me suis toujours bien entendu avec elle aussi. On est assez proches, surtout maintenant. On s'est toujours fait chier, taquiner, mais on est très proches, on s'aime beaucoup. Et on se parle beaucoup aussi. Et ça, je trouve ça chouette. Et bah, c'est de plus en plus maintenant. Donc, c'est hyper bien. C'était quoi la question? Bah, que tu me racontes un petit peu quel petit garçon t'as été, comment t'as été élevé, et comment t'as grandi aussi en tant que petit mec, quoi. Ouais. Bah, il y a eu un moment très difficile dans ma vie où justement c'était vers le collège et milieu lycée. Mon père, du coup, s'est mis avec une autre femme qui a été ma belle-mère à un moment. Du coup, elle a été très très difficile avec moi. Et donc, elle avait 2 enfants qui étaient vraiment des teignes. Et c'est aujourd'hui des gens que je trouve très violents et que j'espère ne jamais avoir à revoir. Et elle aussi, elle était beaucoup dans cette violence et cette haine constante. Et je me prenais globalement tout dans la gueule. Je me faisais engueuler tout le temps. Alors que la violence physique? Pas physique. C'était surtout verbal et c'était surtout du jugement et de la critique. Alors que j'étais juste un petit garçon, je faisais de mal à personne. Je veux dire, alors je faisais des conneries. Je veux dire, ça m'arrivait de pas débarrasser mon assiette ou des. Oh waouh! Mais des choses, tu vois, des trucs. Putain, quel salopio! C'est ça, Voilà, vraiment le gamin, un enfer. Quoi. Horrible. Mais donc ouais, il y a vraiment eu ce truc de, je m'en prenais plein la gueule et je pense que ça m'a encore plus renfermé sur moi-même et j'étais tout le temps dans ma chambre. Alors je jouais aussi aux jeux vidéo, mais j'étais vraiment tout le temps dans ma chambre et j'avais juste peur de descendre et d'être en sa présence. Ah ouais. Je pouvais pas me la voir cette femme et genre. T'en parlais à ton père? T'avais quel âge là à ce moment-là? Bah c'était tout le collège, peut-être fin de primaire aussi, mais ouais. Et oui, j'en parlais à mon père et je pense qu'il était là, mais peut-être pas suffisamment. Et il avait aussi pas mal de voyages professionnels. Donc souvent il était pas là. Ah, donc tu te retrouvais tout seul avec elle. Et il y a eu une fois, ça m'a sidéré et je me rappelle encore aujourd'hui et je trouve ça c'est un truc de fou. J'étais dans ma chambre et je reçois un message de mon papa qui était en Angleterre qui me dit descends manger. Et donc ma belle-mère avait fait à manger, elle était pas venue me chercher et elle a envoyé un message à mon père, si tu veux que ton fils vienne manger, tu lui dis. C'est quand même quelque chose, non? Elle était pas venue te chercher, elle t'avait pas. Okay. Non, parce qu'il y a eu une tension, il y a eu une embrouille et ça a été compliqué. Puis elle disait tout le temps que mon but c'était que elle et mon père se séparent. Elle disait tout le temps que c'était ce que je voulais, tu vois. Elle avait l'impression que je voulais nuire à leur couple. Et au début, du tout, tu vois. Mais au bout d'un moment, j'en avais plein mon cul, quoi. Ouais. Et il y a un moment où elle m'a posé la question et j'ai dit bah ouais, ça me saoule, ça me fait chier, ouais. Et elle a dit tu vois, je t'avais dit. Bah oui, c'est ce qu'il voulait. Ouais. On appelle ça une profession-réalisatrice. Hein. C'est-à-dire que tu veux tellement un truc que tu fais tout pour faire en sorte que ça arrive et puis à la fin, comme ça tu pourras dire j'avais raison depuis le début. Complètement. Mais donc c'est quelque chose qui m'a pas aidé dans ma vie. Après ça m'a construit je pense, mais je me suis beaucoup enfermé et je suis resté vraiment beaucoup dans ma chambre et bon, je voyais des copains et tout. Ton père était à ton écoute à ce moment-là? Il était en empathie, il comprenait, t'avais la sensation qu'il essayait d'agir sur elle aussi quelque part pour... Je pense que oui, mais sans doute pas suffisamment vis-à-vis de moi. Après, moi, je parlais pas beaucoup, du coup. Je me renfermais et quand ça n'allait pas... il y avait souvent ce truc de quand il y avait une dispute, mon père me disait « va lui parler, va discuter ». Et du coup, ça me terrorisait de devoir aller lui parler pour m'excuser, tu vois. Et donc, je pense qu'il essayait de bien faire, mais je pense qu'il y a quand même un manque vis-à-vis de ça qui fait que ça aurait pu mieux se passer, en fait. Et elle a jamais levé la main sur ma sœur et moi. Mais il me disait toujours que si elle l'avait fait, il serait parti et tout. Et il a fini par partir parce qu'il en pouvait plus aussi. Il avait un peu ce syndrome du sauveur. Du sauveur, c'est ça. Et au bout d'un moment, non, faut pas vouloir sauver ces gens-là. Enfin, je comprends que ces gens ont des vies difficiles, mais tu peux pas. Tu peux pas là, c'est trop compliqué. Jamais sauver les gens malgré eux. Mais c'est ça. C'est un grand basique de la vie. Ok. Et un peu plus tard, au lycée et tout, c'était quoi une fois que cette relation avec cette belle-mère s'est terminée, t'as retrouvé un peu d'allant parce que t'as pas l'air d'être spécialement timide, tu vois. Je vois bien que t'es très émotif et tout, mais t'as eu aucun problème pour venir me parler. J'ai hésité quand même. Hein. Ah ouais, mais tu l'as fait quand même. Au début, j'ai vu Mimi, j'ai fait ah ouais, et je t'ai vu sortir. Ah.
Ok. Et il est là aussi. il y avait Alix aussi, Alix Martineau de 4 quarts d'heure. J'ai pas pu lui parler, un peu dommage. Bref. Mais au collège aussi, j'ai eu une relation avec une fille qui a duré 1 an, 4e, et qui a été vraiment super chouette. Cette fille, on est très copains aujourd'hui et on se parle beaucoup et elle est super. Et donc ça m'a beaucoup aidé, surtout dans ces moments pas simples. Donc voilà. Et donc au lycée, c'était ta première amoureuse? Ouais. En vrai. Voilà, ouais. Trop bien. Ouais, c'était super chouette. C'est incroyable que tu aies encore une relation avec elle. Enfin, tu vois que tu parles encore avec. On s'est jamais vraiment lâché, mais c'est vrai que récemment on se parle plus et on s'est revus. Puis en fait, elle est à Paris aussi là pour son stage, donc on a eu l'occasion de se voir et tout. Et non, c'est chouette. Et donc au lycée, c'était en première du coup que mon père s'est séparé de cette femme. Donc on a déménagé et on était dans une maison du coup à 3 avec ma sœur et mon père et c'était super. Ouais. Là pour le coup, t'étais à plein temps avec ton père ou la garde était inversée, c'est ça? J'ai eu un beau-père aussi du côté de chez ma mère. Il s'en est passé aussi des choses pas cool. Donc en fait, il y a eu la transition de j'étais donc chez ma maman et j'ai eu mes phases ado un peu chiantes, tu vois. Et j'avais un beau-père du coup qui était un peu alcoolique et qui fumait beaucoup aussi. De weed? Non, de cigarette. Je me souviens, il avait les dents jaunes et je trouvais ça un peu dégueu, ça sentait pas bon aussi. Enfin bref. Et ouais, il était pas super simple et il y a eu ce moment où c'était pendant la fête des mères et j'étais un petit con, hein, j'étais chiant et j'ai pas voulu débarrasser mon yaourt, tu vois. J'ai dit c'est bon, Kira peut le faire. Ma sœur Kira peut le faire. Et j'étais juste parti dans ma chambre, mais c'était un jour de fête des mères. Et au bout d'un moment, j'entends qu'on m'engueule en bas et qu'on me dit viens débarrasser ton yaourt. J'avais pas envie, tu vois. J'avais vraiment pas envie. Et donc au bout d'un moment, j'entends gros statement quoi. Exactement. Je débarrasserai pas mon yaourt, vraiment. Pas envie quoi. La prise de position rebelle quoi. Complètement. Et du coup. Trop mimes en même temps. Ouais. Et du coup, j'entends mon beau-père commencer à se lever, tu vois. Je commence un peu à paniquer, donc je vais m'enfermer dans les toilettes. Et t'avais peur comme ça? Je savais pas ce qui. Je veux dire, j'étais un peu tout frêle, quoi. J'étais un gamin, c'est un homme adulte. Mais je pouvais pas vraiment me défendre, tu vois. Et j'ai jamais été quelqu'un de violent. La violence m'a toujours un peu terrorisé. Non, ce que je veux dire, c'est que tu l'entends se lever et que tu pars du principe qu'il va venir te dérouiller. Ouais, parce que je sentais que ça montait un peu. Il m'avait pas frappé, il m'avait jamais frappé. Mais ouais, il y avait je sais pas, j'ai eu peur, tu vois. Ok. Donc je me suis enfermé dans les toilettes. Puis il est monté. Et il était parti récupérer un couteau pour juste déverrouiller le verrou des toilettes. Tu peux faire ça de l'extérieur. Bien sûr. Il fait ça, puis il m'attrape le bras, il me fout une énorme baffe. Je me prends le mur, je tombe par terre et tout. Il me dit va débarrasser ton yaourt. Donc ouais, très violent comme moment et pas marrant du tout. Donc j'ai débarrassé mon yaourt. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, enfin surtout lui. Et ta mère, elle a réagi comment quand Elle était, je pense, tétanisée. Je suis descendu, je l'ai vue dans le canapé en train de pleurer avec ma sœur dans ses bras. Alors, oui, donc c'était trauma quoi. Ouais. Et puis j'ai débarrassé mon yaourt et puis après il m'a pris entre 4 yeux puis il m'a dit un truc genre ouais des petits cons j'en ai vu, tu fais pas le poids machin. Donc après j'ai appelé mon père, il est venu me chercher et j'ai habité chez mon père à partir de ce moment-là. Ah ouais. Voilà. Et ça a abîmé la relation avec ta mère, ce moment? À ce moment-là, c'était pas simple, mais aujourd'hui ça va mieux, beaucoup mieux. Elle est consciente qu'elle a pas été parfaite à ce moment-là, et normal, moi non plus je l'étais pas évidemment. Et enfin mec, si ta limite c'était juste j'ai pas débarrassé mon pot de yaourt, ça bien va, sûr, quoi. Je sais, mais je suis conscient que j'étais un petit con, tu vois, j'étais chiant et tout. Mais c'est normal aussi, tu vois, t'es un ado, c'est normal, je pense, d'avoir ces phases un peu. Si c'est juste je débarrasse pas mon pot de yaourt, ça va bien quoi. Oui. Mais t'avais beaucoup. Crise d'adolescence, franchement. J'entends. Mais t'avais ce truc on me demande de le faire et je réponds, je dis non, j'ai pas envie et tout, et j'insiste, tu vois, et ça montait un peu. Ouais. Donc nous aujourd'hui avec ma maman, ça va très bien. On est très complices, on rigole beaucoup, et je lui ai pardonné, tu vois, on va dire. On est passé à autre chose. Elle a reconnu ses erreurs et aujourd'hui ça va mieux, tu vois. Il y a un rapport beaucoup plus adulte et normal, mais juste ça va beaucoup mieux avec ma maman. Et elle a quitté ce mec? Oui, c'est arrivé. Je sais plus si c'était longtemps après, mais ça a fini par arriver. Ouais. C'est jamais simple, hein. Enfin, là, de ce que j'entends, t'as des belles-mères, t'as des beaux-pères. C'est un enfer. Et t'as de ce fait-là, tu finis aussi par subir quelque part les beaux-parents qui t'ont pas choisi. Toi, tu les as pas choisis non plus. Non. Tu veux en parler un peu plus ou? Oui. T'as des questions potentiellement? Non, en fait, ce que j'entends, c'est que, comment dire, bien sûr, on choisit pas ses parents, quoi. Mais on choisit encore moins ses beaux-parents. Non, bien sûr. Et en fait, je me demandais un petit peu
si c'est à quel point ça t'a construit en tant que mec, tu vois, d'avoir des, on va dire, des adultes de référence, tu vois, avec qui t'es obligé de composer. Bah, je sais que ça a jamais été mes modèles, ces gens-là, tu vois. Mes beaux-parents, jamais. Juste, j'étais contraint de vivre avec eux. Et comme je te disais, avec mon ancienne belle-mère, j'étais dans ma chambre tout le temps, tu vois. Ça me faisait peur et ça me faisait chier d'être dans sa présence. Donc ça, c'est pas cool, parce que du coup, ça me forçait à m'isoler. Et je suis quelqu'un, du coup, de plutôt... comment on dit ? Juste qui aime bien être seul. Introverti. Oui, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, pardon. Et je pense que ça a contribué à cette construction que j'ai. Et je sais pas si c'est quelque chose de bien ou pas. Je pense que là, dans ma vie actuelle, je suis en train un peu de déconstruire ça. J'aime toujours être seul, mais je fais plus de choses, je vois plus de gens et tout, et ça, c'est vachement chouette. Mais ouais, à ce moment-là, ça a été complexe et ça m'a quand même beaucoup poussé à m'isoler et à être seul et à pas trop en parler, du coup. Donc ça a été compliqué. Et puis, le contact physique de mon ancien beau-père a pas été simple aussi, quoi. T'appelles ça un contact physique, toi? Il m'a mis une énorme baffe, quoi, ouais. Vraiment, c'était super violent parce que tu vois, la torgnole, elle me touche, elle me fait très mal et je me prends le mur dans la tempe, là, et je tombe par terre, quoi. Non, mais c'est... Ah non, mais le mec était pas net, quoi. Violent et tout. C'était la première claque que tu te prenais? Je me suis déjà pris des claques de mon père quand j'étais plus jeune et que je faisais vraiment des conneries, mais je m'en rappelle même pas, tu vois. C'est lui qui m'a dit qu'il m'a déjà mis une ou deux baffes. Mais ça avait rien à voir, tu vois. Ouais. Là, j'étais plus grand, je m'en souviens, ça m'a marqué beaucoup. Bien sûr. Donc non, c'est pas pareil. Donc oui, je disais, ces personnes-là, ça a jamais été des modèles et plus des gens que je supportais, quoi. Ils sont là et je peux pas faire autrement, je les choisis pas et juste je dois m'adapter. Et donc dans le cas de ma belle-mère, je préférais ne pas la voir et me cacher dans ma chambre. Ouais. J'étais juste mieux. Il y avait tout le temps ce truc elle avait tout le temps quelque chose à me dire, tu vois, un reproche, un truc nul. Et il y avait c'est horrible. Cette balance de son fils qui avait genre 1 an de plus que moi. C'était une teigne, c'était un violent, il faisait des choses horribles et dès qu'il y avait une mini friction entre lui et sa mère, ça escaladait très vite, ça partait en insultes, très, très violent, pas de... Si, il y avait de la force physique, mais juste il s'attrapait ou il se tirait ou il se tapait pas, mais il y avait de la force physique, je les voyais, ça faisait peur, tu vois. Et il y avait vraiment... il était affreux, ce gamin, il était vraiment affreux. Et moi, je faisais des conneries, mais je faisais des conneries, genre je faisais tomber un verre, je faisais des trucs nuls, tu vois, c'était vraiment pas des trucs graves. Et un jour, en fait, avant qu'elle soit vraiment comme ça avec moi, son fils lui a dit, ouais, Benjamin, c'est plus ton fils que moi. Donc je pense qu'elle a eu un gros déclic et à se dire, putain, c'est vrai que je prends plus soin de Benjamin que de mon propre fils. Et elle a commencé à me lyncher sans arrêt. Ah oui. Plutôt que de faire en sorte de prendre plus soin de son fils. C'est ça qu'elle aurait dû faire, je pense, oui. Ok. Donc ouais. Tu parles beaucoup de déconstruire. Dis-moi. Depuis tout à l'heure. Oui. Et en fait, je me demande à quel point c'est important pour toi ce truc de déconstruction. Tu vois, moi, je t'avoue qu'avec le temps, c'est un truc dans lequel j'ai baigné et dans lequel je me suis repé même pendant des années et tout. Aujourd'hui, c'est un truc qui me fait un peu sourire parce que c'est un peu c'est limite un argument marketing, tu vois, sur les applis de rencontre pour les mecs, tu vois. Ils se disent déconstruits. Oui. Franchement, faut s'en méfier un peu. Ouais. Je me demandais à quel point c'était important pour toi de faire ce travail en tant que mec de 21 ans, quoi. Pour moi, c'est hyper important, sachant que ma génération, c'est un peu celle qui va prendre la relève, je pense. Oui, a priori. Et le patriarcat, ça fait chier, quoi, un peu. Tu vois. Et les hommes, on en est victime aussi, tu vois. Ça fait chier pour les femmes, mais je veux dire, la construction qui te pousse à être un gros dur et à rien dire, elle fait chier les hommes aussi, quoi. Et ils s'en rendent souvent pas compte, ceux qui ne sont pas déconstruits, qui n'ont même pas commencé, mais qui s'en rendent pas compte. Ouais. Et ce serait cool de pouvoir se libérer de ces constructions-là, je pense. Il y a des trucs que tu as la sensation d'avoir fondamentalement déconstruit ces dernières années par rapport à des trucs que tu avais intégrés implicitement, sans même le savoir inconsciemment. Ouais. En vrai, je pense, il y a un truc, c'est la cause LGBT. Gwen a beaucoup aussi contribué à ma déconstruction sur plein de choses. Elle m'a fait comprendre plein de choses. Et ça, c'est Gwen, ton ex. Mon ex, pardon. Voilà. Et par exemple, sur les réseaux sociaux, quand tu traînes et que tu vois des vidéos LGBT, très souvent, ce que tu vois, c'est les extrémistes. Et ça marche aussi avec les féministes. Tu vois les extrêmes et les gens qui cassent des trucs, les gens qui font des choses vraiment hardcore. Et de ce fait,
enfin moi, je sais que quand j'ai commencé un peu à voir ces choses-là, et ça a pas duré trop longtemps, donc ça va, mais j'étais en mode, attends, c'est ça être LGBT, c'est des fous quoi. Et j'ai T'as un exemple en tête ou pas? C'est des prises de parole un peu, les gens, un peu radicales, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que j'ai jamais vu des personnes LGBT casser des trucs, je sais pas de quoi tu non, parles. mais si, mais il y a un truc, c'est, je voyais beaucoup de gens qui, sur les réseaux, font des vidéos et ils définissent leur personnalité par le fait qu'ils soient homosexuels, par exemple. Et je suis en mode, ouais, j'avais rencontré un gars quand j'étais en prépa qui tout de suite m'a dit qu'il était gay, tu vois. C'est une des premières choses qu'il m'a dit. Et c'est chouette, mais je m'en fous, tu vois. Je veux dire, moi je suis hétéro, je te le dis pas. Et je comprends que t'as cette idée de vouloir l'assumer et de le dire sans, parce que c'est pas la norme, tu vois, par rapport au fait d'être hétéro, tu vois, dans la société. Et j'entends, mais fondamentalement parlant, je m'en fous que tu sois gay, tu vois. Genre, ça change pas ma vie. Et je voyais beaucoup de gens publier ce genre de vidéos où tout de suite c'est ça qu'ils disent sur eux, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, mais c'est beaucoup, quoi. Et aujourd'hui, je m'en fous, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut et il y a vraiment. T'as compris pourquoi ils faisaient ça? Bah, j'imagine que c'est pour montrer qu'ils sont fiers d'être ce qu'ils sont, tu vois. Je sais pas. Moi, je crois. Mais c'est chouette. Mais il y a aussi ce truc de. Moi, je suis hétéro, mais tout le monde l'accepte, tu vois. C'est normal d'être hétéro. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Et j'avais pas ce recul-là, en fait, je pense. Et il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est que donc Gwen, elle avait un ami transgenre, du coup. Et donc elle me parlait de lui, elle me disait mon pote et tout machin. Et au bout d'un moment, on discutait en vocal au début de notre relation. Et elle était avec lui et elle discutait dans ses vocs. Et à un moment, il parle, tu vois. Et il a une voix du coup non transformée. Et j'ai dit un truc genre ton pote, il a une voix de fille ou un truc comme ça, tu vois. Je l'ai pas dit aussi violemment, mais j'ai dit un truc comme ça. Et j'étais juste pas conscient en fait, tu vois. J'ai jamais été irrespectueux ou pas tolérant, mais il y avait vraiment ce truc de je savais pas juste. Et elle m'a expliqué, on en a parlé, et il n'y a plus jamais eu de problème, tu vois. Et c'est juste un manque de connaissances que j'avais du coup, qui faisait que j'étais pas bien au courant, je pense, et que je pouvais... De curiosité aussi. Aussi, je pense. T'as l'air d'être un mec hyper curieux, en vrai, de plein de choses. Je sais pas. Je sais que, tu vois, c'est ce genre de choses, genre, je m'y serais peut-être pas intéressé tout seul, tu vois, ou pas aussi vite, tu vois. Parce que t'as la sensation, en reprenant un petit peu le plus jeune Ben, que... peut-être ça pouvait faire peur, ou il pouvait y avoir, je sais pas, des trucs que tu venais projeter sur la cause LGBT. Il y a beaucoup d'homophobie latente, tu vois, chez les mecs hétéros, d'une manière générale. Le patriarcat encourage ça aussi. Ouais. Tu crois que c'était aussi pour ça? Possiblement, ouais. C'est dur de dire, je sais pas trop. Mais je pense que oui, ça joue aussi. Mais je me souviens que, je dis que je suis hétéro, mais je pense que je suis hétéro curieux, tu vois. J'ai déjà imaginé des scénarios avec des hommes. Enfin, ça me gêne pas, tu vois. Et je me souviens que quand j'ai commencé à potentiellement réfléchir un peu à ça, tu vois, collège, tu vois, regarder des vidéos sur internet qui débordent un peu de ce que je faisais d'habitude. J'aimais bien, mais je me disais, ça, j'avais un truc dans ma tête qui me disait, je peux pas le dire, ça. C'est que pour moi, tu vois. Et entre copains, nos histoires de cul, on se les raconte, tu vois, on s'en parle et tout. Et ça c'est pour moi, tu vois. Et aujourd'hui, je m'en fous un peu, tu vois, de dire. Je m'en fous complètement, en fait. Je m'en fous. Ouais, tu viens de le dire là, dans un micro, donc a priori. En principe, oui. Oui, non, je m'en fous. Mais à tes potes, t'as pas de problème à leur dire? Tes potes plus proches? Oui, ouais. Quand je sais que mes potes que je me suis fait chez Ubisoft, là, oui, je le partageais, mais juste. Enfin, je le partage pas, genre, je viens pas le dire, tu vois. Mais simplement, si la conversation est amenée à en parler, oui, ça me dérange pas de le mentionner, non, je m'en fiche. Ouais. Ok. On parle de ta rupture? Dis-moi. Dis-moi. Je t'écoute. Si j'ai bien compris, on peut définir cette relation amoureuse comme vraiment ta première vraie relation amoureuse dans ta vie d'adulte, quoi. Oui. C'est ça? Ouais. Tu me disais que cette rupture avait été, ou l'est toujours d'ailleurs, compliquée pour toi. Ouais. Mais qu'en même temps, t'es en train d'en apprendre des choses. Complètement, ouais. J'aimerais bien que tu m'expliques. Tu sais que je lance bientôt un podcast sur l'amour? Ouais. Ça me parle. Non, mais trop chouette, j'ai hâte. Alors, tu veux que je te dise quoi? Ce que j'apprends sur moi-même par rapport à la rupture? Déjà, en fait, à quel point ce que ça t'a fait, en fait, de subir cette rupture, parce que j'imagine que tu l'as subie. Ouais, bien deviné. Et puis après, on parlera un petit peu de ce que ça t'a appris depuis 2 mois, quoi. Ouais. Ouais, ça a été un gros choc. Pour le contexte, j'étais allé chez elle un long week-end juste avant et c'était son anniversaire. Je m'étais fait chier à faire un truc chouette et tout. Enfin bref, c'était un super week-end. Et tu t'es fait chier.
Tu l'avais fait pour te faire plaisir. Bien sûr, non mais bien entendu. Mais c'est l'expression, elle est horrible cette expression. Ouais. Oui, je lui avais voulu lui faire plaisir et j'avais réussi parce qu'elle a passé un bon week-end et ça, c'était l'essentiel. Et attends, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Donc t'es allé passer un long week-end. C'était son anniversaire. Oui. Et oui, il y avait ce truc de donc j'étais arrivé à Paris depuis 3 mois en janvier et donc j'aimais beaucoup ma vie à Nantes avec elle. Elle était super cette vie, genre j'ai fait plein de choses et tout et la ville est cool et elle est assez calme, tu vois, il y a pas trop de choses. Et Paris, ça il se passe des choses, ça bouge. Le métro par exemple, juste moi j'ai beaucoup de mal, il y a beaucoup de gens, ça sent pas bon, quand il y a trop de gens, je suis surstimulé, je me sens pas bien. Pareil avec le bruit. Et donc j'étais très en arrivant à Paris, le seul truc chouette c'était Ubisoft, tu vois, enfin, mon travail. Et donc je retournais la voir du coup quelques fois à Nantes et quand j'allais à Nantes, j'arrivais dans ma safe zone et ma zone de confort. Et donc au moment où c'est arrivé, je perdais ma zone de confort parce que je peux plus aller la voir en fait, je peux plus aller à Nantes, enfin je pourrais aller à Nantes mais ce serait pas ouf, tu vois, juste ça me rendrait triste et donc je perdais cette safe zone. Donc ouais, ça a été relativement violent, je m'y attendais pas, d'autant plus qu'elle a passé un bon week-end avec moi et tout. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit qui a fait qu'elle a voulu arrêter la relation? En fait, elle était pas bien avec elle-même. Ça faisait du coup, elle est sortie avec un gars avant moi pendant 2 ans, donc ça faisait quasiment 5 ans qu'elle était en couple et elle avait besoin de temps pour elle et elle était trop dépendante de la relation et en fait elle se rendait compte que du coup quand j'étais pas là pendant 3 semaines à Paris, elle était super mal avec elle-même. Ah oui. Et ça a été dur pour elle, tu vois, et j'entends, je comprends, tu vois, elle était plus dépendante que moi, même si je l'étais aussi quand même un peu. Et donc ouais, elle a eu ce déclic de se dire il faut le faire quoi, parce que quand je suis parti, elle m'a raconté que le jour d'après presque fait des crises d'angoisse et pleurait au taf et tout, elle était pas bien et elle a senti que c'était la chose à faire. Donc ouais, le truc c'est que j'étais pas préparé du tout, d'autant plus que je venais de la voir et que c'était bien. Donc ouais, ça m'a fait un gros choc. Le lendemain au travail, c'était dur. C'était vraiment dur, je voulais pas pleurer en public du coup, enfin je préfère éviter, tu vois, il y a des moments pour pleurer je pense. Et là j'ai eu beaucoup de mal cette journée, ça a été très compliqué. Ça allait mieux par la suite, mais ouais, ça reste émotionnellement, c'est très bouleversant et c'est pas ma première rupture, mais c'est ma plus importante, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? J'ai eu mal, j'ai l'impression de tout perdre. Il y a le schéma avec toutes les phases de la rupture là. Au début, c'est le deuil, tu veux dire? Du deuil, pardon. Le déni, très très fort. Je voulais pas y croire. Il y a ce truc de je me réveille le matin et je m'en rappelle et je suis là, ah merde, c'est vraiment arrivé. Et je me souviens que quand j'étais avec elle, ça m'arrivait de faire des rêves des cauchemars plutôt, où on se séparait et je me réveillais. Ah bah non, c'est bon, c'est un rêve. Et là, c'est l'inverse. Ça fait mal. C'est dur, c'est très dur. Mais ouais, je pense que ça fait aussi avancer. Et sans les moments où tu souffres, il n'y a pas les moments où t'es bien. Oh. Il faut. Bah oui. Je veux dire, c'est les deux facettes d'une même pièce. Hein. C'est ça. Le yin et le yang. L'ombre et la lumière. Exactement. Non, mais complètement. Donc ouais, il y a eu pas mal de semaines où j'ai eu des gens à qui parler et ça c'est bien. J'ai un entourage, j'ai plein de gens et ça m'aide beaucoup. Parce que être seul, comme je te disais, c'est mon refuge habituellement d'être seul. Là, je peux plus être seul. Je suis seul parfois, mais beaucoup moins. Beaucoup plus amené à faire des choses, sortir, voir des copains. Et je me suis beaucoup décoincé à ce niveau-là. Parce que quand je suis tout seul, j'aime pas. Alors, il y a un exemple que j'aime bien citer aussi, c'est j'aime bien les jeux vidéo et je suis j'aime bien les jeux solo avec une belle aventure, une belle histoire et tout, et c'est vraiment mon truc préféré. Je joue plus à grand chose tout seul, tu vois. Okay. J'ai plus envie, j'ai plus la. Donc tu joues en multi. Ouais, un peu avec un copain. Ouais, c'est ça. Je joue juste moi. Je suis plus amené à sortir, à faire des trucs en extérieur avec d'autres gens. Voilà. Ok. Ouais. Ça t'a fait du bien, ça? Ça, carrément. Ouais. Ouais. Puis ça donne une autre approche, parce qu'en fait, quand j'étais avec elle, on était très. On aimait bien être tous les deux, tu vois. On sortait pas trop. Et par exemple, si des potes me disaient on va boire un verre, on va faire un truc, j'étais plus en mode non, je reste avec ma copine ce soir, c'est mieux. Et j'étais très bien avec ça. Mais il y avait beaucoup ce truc où ouais, j'avais pas beaucoup d'amis. J'en avais quelques-uns, mais pas beaucoup, et c'est ok. Mais j'étais beaucoup plus. Je préférais être avec elle. Parce que c'était ma meilleure copine aussi, tu vois. Et j'aimais beaucoup être avec elle et je me privais de plein de choses et je m'en rendais pas compte parce que j'étais ok de vivre comme ça et en vrai c'est chouette, mais je pense qu'il faut juste trouver le juste milieu et là cette rupture m'a permis de réaliser ça aussi, tu vois. Il y avait pas que elle, tu vois. Ouais. Elle était vraiment importante et elle l'est toujours, mais à ce moment-là j'étais trop tout le temps avec elle, tu vois. Trop. Et
t'as la sensation que dans ta prochaine relation, tu vas réussir à J'aimerais. trouver un juste milieu, quoi. J'espère. J'espère que du coup cette expérience me fait réaliser, me fait comprendre aussi que c'est oui, je pense que oui, parce que c'est une expérience et ça m'apprend, tu vois. Donc après, est-ce que je serais capable de l'appliquer? Peut-être pas super spontanément, mais j'espère, tu vois. J'ai envie d'être capable de ça. Ouais. Ok. Ça va mieux? Si, ça va mieux. C'est pas toujours ça, mais ça va mieux. C'est toujours dur, tu vois. Il y a beaucoup moins de moments où je chiale au fond de mon lit, mais il y en a quand même. Mais oui, j'avance, tu vois. Je vois que je taffe sur moi et que j'avance. Et l'exemple de quand je suis venu voir le Fab et Mimi Show, j'étais en mode ça serait trop bien d'y aller avec elle. Et je sais que si j'étais encore avec elle, du coup, à distance, comme je l'étais avant, j'y serais sans doute pas allé, tu vois. Ah ouais? Je sais pas. J'avais beaucoup tendance à flemme, je sais pas, je vais rester chez moi. Ah oui, donc tu veux dire que vous étiez pas ensemble physiquement, ouais. Mais le fait que tu sois ensemble avec elle t'empêchait, entre guillemets, de faire des trucs seul? Je pense, ouais. Je m'autorisais moins de trucs. Et aussi, oui, il y a ce truc en mode j'avais mon bonheur avec elle, j'étais heureux avec elle. Là, elle est plus là. Mon bonheur, il faut que j'aille le chercher ailleurs, tu vois. Il faut que j'aille me faire plaisir autrement que avec des situations qui l'incluent elle. Et par exemple, je faisais des trucs genre j'allais me promener tout seul à midi parce que je taffe juste à côté du bois de Vincennes. J'allais me promener, tu vois. Je mets mon casque, ma musique et je vais me promener et juste je réfléchis pas. Et j'ai fait beaucoup de fois ça et c'est hyper bien de faire ça. Ça fait du bien de se retrouver avec toi-même avec soi-même, pardon, et de. T'as conscience que t'aurais pu faire les deux? Oui. En étant avec elle. Oui, mais d'avoir du bonheur avec elle. Mais tout à fait. Mais je m'en rendais pas compte. Okay. Je m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, c'est un truc que t'as capté. Il y a carrément des moments où t'as besoin d'être seul, tu vois. Et même quand j'étais avec elle, il y avait des moments où j'aimais bien me retrouver tout seul chez moi pour jouer à la play et faire mes trucs, tu vois. Mais c'est pas pareil, tu vois. J'avais mes moments seuls, mais là, j'ai mes activités à moi aussi, tu vois. Et j'arrive beaucoup plus à avoir ces moments pour moi et c'est hyper bien. Et pareil, la semaine d'après le Fab et Mimi Show, j'ai été voir un concert tout seul. Ça a été... il a fallu le faire le pas, tu vois. Un groupe que j'aime bien, c'était 20 balles, j'étais en mode, let's go. Puis j'y suis allé. Et donc je rencontre un gars, je commence à lui parler et tout, je vois qu'il est tout seul et tout, il me dit j'attends ma copine. Donc j'étais en mode c'est pas grave, mais je commence à lui parler et tout, le mec super sympa, on écoute un peu la même musique, donc trop bien. On fait le concert et tout. C'était un chouette concert, genre vraiment c'était bien. Et donc il me disait le lendemain je reviens à la salle voir autre chose et tout, bon, trop cool. Et donc le lendemain soir j'arrive chez moi, il m'appelle mec je suis trop con, j'ai pris 2 places et je suis tout seul. Du coup il m'a invité et j'ai fait 2 concerts de suite et en fait c'est super bien parce que je pense que j'ai eu de la chance mais ça a payé, tu vois. Le fait de faire la démarche de je vais voir un concert tout seul même si ça me fait peur, mais j'y vais et j'ai rencontré un gars cool et j'ai refait un concert avec lui le lendemain, tu vois. Et l'exemple du Fab et Mimi Show marche aussi, parce que j'y suis allé. J'ai vu que tu avais rencontré... Tu étais en train de discuter à fond avec une des auditrices, avec une meuf, là, c'est ça? Ouais. Et c'est super, tu vois. J'ai rencontré plein de gens et je me suis senti bien pendant cette soirée. Et ça paye, tu vois. Donc, puis t'es là. Complètement. Complètement. Je suis très content d'être là. C'est super chouette. On parle de ton père? Ouais. Déjà, c'est très marrant parce que tu l'appelles mon papa. Ouais, je sais que t'aimes pas. C'est pas que j'aime pas. C'est juste... En fait, en vrai, t'as 21 ans. Je suis encore jeune, j'ai encore le droit. C'est pas que t'as le droit, c'est juste que pour moi, mon papa, ça évoque une place différente de mon père. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Parce que pour moi, il y a mon papa, qui est un truc très, finalement, d'enfant à papa, quoi. Il y a mon père qui est peut-être la personne qui m'a mis... Enfin, tu vois, qui m'a créé, ouais. Mais avec laquelle j'ai une relation peut-être un peu plus d'adulte. Et puis il y a l'homme. Ouais. C'est pas du tout la même chose, quoi. Tu vois, pour moi, c'est 3 personnes différentes et c'est hyper important, je trouve, en vieillissant, grandissant, de réussir à distinguer les 3 casquettes finalement, quoi. Ouais. Donc pourquoi tu l'appelles mon papa dans ce podcast? Je le fais pas que dans le podcast, je pense de manière générale, je dis ça. Moi, je trouve que ça installe une certaine proximité et ça montre... je l'aime beaucoup et je le respecte beaucoup. Et moi, j'ai une relation quand même vachement chouette avec mon papa, du coup. Et je trouve que dire ça, c'est
C'est mignon, je trouve. J'aime bien. Ok. Simplement. Avec lui, je comprends, tu Ouais. vois. Là, t'es en train de parler de ton père Ouais. à plein de gens. Enfin, moi, je le connais pas. Oui. Mais c'est marrant parce que enfin, encore une fois, je juge pas, mais c'est juste trop intéressant de voir finalement la posture que ça te donne et que tu te mets toi aussi dans une posture d'enfant, tu vois, Ouais. vis-à-vis de ça quand t'es en train d'en parler là. Mais quand je le dis comme ça, déjà, là, je suis dans une situation où je me sens à l'aise, donc c'est plus simple. Ça m'arrive aussi de dire mon père, tu vois. Quand j'en parle à un groupe de potes et tout, je vais plus être amené à dire mon père. Et là, merci pour la confiance. mais non, mais Non, mais c'est non, vrai. mais oui. C'est trop intéressant de voir que tu dis ton père avec des amis, tu vois, et que ici tu es dans peut-être un truc plus où tu vas venir te confier. Donc, oui, c'est ça. De ce fait-là, mais tu vois, je me demandais à quel point tu reprenais aussi ta place d'enfant par rapport à ça. Et quand je parle d'enfant, c'est vraiment d'enfant au collège, quoi. Tu vois, je pense pas que je le fais petit Benjamin. de cette manière-là. Okay. Je pense que ça, j'en suis très détaché et je suis conscient que je suis adulte et ouais, non. Okay. Pour moi, j'ai pas ce truc-là. Alors, du coup, je comprends ton interprétation et je peux comprendre que ça t'énerve du coup. Ah, ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve pas. Non, mais je questionne au contraire. Oui, bien sûr. C'est des questions. Je comprends, tu vois. Mais du coup, j'ai une perception différente et ouais, je dis pas mon papa en mode ouais, je suis encore un petit gamin, tu vois. C'est vraiment mon papa, c'est ouais, bah je t'expliquais quoi. Ouais, j'ai compris. Ouais, non mais ouais. C'est quoi la relation à ton père justement? Et bah ouais. Aujourd'hui, peut-être quand t'étais plus jeune, quoi. Bah déjà, il m'a toujours soutenu dans ce que je faisais. Il a toujours été là pour moi et ça c'est hyper cool. Et en grandissant là, en fait, je l'ai toujours mis sur un piédestal et je l'ai toujours trouvé un peu parfait, tu vois. Et en évoluant et en grandissant, bah je vois que c'est pas le cas. Et avec ma sœur, on en discute beaucoup et c'est normal de pas être parfait. Mais ouais, il a pas mal de vices aujourd'hui. Parfait en tant que père, pour le coup, tu vois. Ouais. Et pas parfait en tant qu'homme aussi. Les deux, je pense. Okay. Mais plus en tant qu'homme. En fait, il a tout le temps cette volonté de bien faire. Et je l'ai toujours vu. Et ça, j'admire et je respecte. Et c'est un peu quelque chose que j'essaie de faire aussi, tu vois. Toujours de faire les choses au mieux pour moi et pour les autres. Et ouais, il a ce truc de cacher la vérité dans l'optique il pense que ça va préserver les autres, tu vois. Des fois, il y a certaines vérités qu'il estime que il vaut mieux pas dire, sauf qu'il se fout dans des bourbiers et des situations qui sont pas cool, qui font chier, tu vois. Et qui font chier les autres aussi. Qui font chier les autres aussi, tu vois. Et des trucs quand il était avec mon ex-belle-mère en mode ouais, vous dites pas ça à votre mère et tout. Et nous, on est dans des situations où quand ma mère elle me demande je sais pas quoi dire, quoi. C'est moi qui me retrouve dans une situation de merde. Tu lui disais? À ma mère? Non, alors oui, mais à ton père. Maintenant, je lui dis ouais. Ah ouais, avec ma sœur, on lui a dit t'es chiant, arrête de faire ça. Vraiment, ça nous met dans des situations de cons et arrête de faire ça, quoi. Et il comprend plus. Et il est plus à l'écoute aussi, je pense. Parce que il y a toujours eu ce truc de... il a quel âge aujourd'hui? 53. Ok. Ouais, 53 ans. Et il y a toujours eu ce truc de... C'est le daron, donc il sait tout, tu vois. Et aujourd'hui, il y a ce truc de j'évolue, ma sœur aussi, et on est plus à même de comprendre des choses qu'on comprenait pas avant et de le remettre en question. Et je pense qu'il parle pas aussi beaucoup de ses émotions, tu vois. Et il le fait parce qu'il a pas envie que les autres s'inquiètent pour lui, tu vois. Je le vois, je crois que si j'ai déjà dû le voir pleurer, mais très rarement, tu vois. Et dans des situations où je suis pas censé le voir, tu vois. Ok. Ou simplement, je sais pas, il est quelque part et tout, et je tombe sur lui, il pleure et il a pas pleuré pour que je le voie pleurer, tu vois. Oui. Il voulait pas se montrer. J'ai pas d'exemple, mais je sais que c'est déjà arrivé. Et ouais, il cache beaucoup ça pour préserver les autres aussi, je pense, tu vois. Et j'espère qu'en écoutant ça, il va peut-être comprendre à s'en rendre compte. Tu vas lui envoyer? Ah bah complètement. J'ai envie qu'il... Pour moi, pareil, écouter ce podcast pourrait l'aider, tu vois. Mais complètement. Comment t'as grandi, toi, avec cette culture du secret, justement? C'est vraiment... J'imagine à quel point c'est particulier, tu vois, de grandir avec un père qui est un peu, comme tu dis, tu mettais sur un piédestal, finalement aussi une figure paternelle, une figure d'homme aussi, qui vient te dire non, mais ça, tu le dis pas, quoi, tu vois. Ouais. T'as évolué avec cette culture du mensonge? C'est un truc que t'as pu faire aussi par le passé? Je pense pas. Ok. Bah après, j'ai pas été dans des situations aussi tordues que les siennes, tu vois. Avec les belles-mères et tout, c'est... Ouais, mais
tu vois, en tant que gamin, il y a plein de situations dans lesquelles tu peux te mettre, où tu peux avoir envie de mentir parce que ça te simplifie la vie, quoi. Ouais. Tu vois. Mais au début, juste, quand il a commencé à faire ça et que j'ai commencé un peu à voir, je cherchais pas plus loin, tu vois. Mon daron, il a raison, je fais ce qu'il dit, puis c'est tout. Je cherchais pas plus loin. Mais je pense pas que pour autant je faisais pareil et je retranscrisais ce qu'il faisait, non. Non, pour le coup, non, pas vraiment. Enfin, je crois pas. J'ai pas cette sensation d'avoir été comme ça. Ok. Ouais. Moi, j'ai grandi avec des parents une mère surtout qui était beaucoup dans le secret, et je me suis rendu compte en grandissant que parfois je mentais de façon un peu automatique, quoi. Ouais. Que c'était même pas, c'était juste pour me sauvegarder la peau, quoi. C'est trop marrant, et je trouve que c'est super dur d'en sortir pour le coup, parce que et encore une fois, il y a des gens qui mentent tellement qu'ils finissent par être obligés de vivre limite dans un monde imaginaire, c'est-à-dire que les gens qui mentent beaucoup, ils sont obligés de passer leur temps à faire matcher la réalité de leur mensonge avec leur réalité, réalité vraie, quoi. Tu vois, c'est super dur. C'est chiant. Après, tu te retrouves dans des situations où tu peux faire enfin, tu t'es mis dans un bourbier, quoi. Ouais. Et si tu dissocié en plus, c'est-à-dire que tu passes ton temps à être à côté de tes pompes, quoi. Mais puis tu peux pas juste être toi-même, et si tu fais un glissement, t'es comme un con, quoi. Ok. Pour te justifier et tout, là, c'est compliqué. Ok. Et donc, très récemment, quand ma maman elle me demande ou quoi, je suis en mode, écoute, tu vois, avec papa, enfin, les dernières fois où c'est arrivé, parce que maintenant, j'essaye de plus laisser passer ça, tu vois, et juste, je suis en mode, tu vois avec papa, c'est pas mon problème, et puis, enfin, j'ai pas envie d'être impliqué dans ces situations de con, tu vois, ça m'énerve. Donc, je lui ai dit, et je pense qu'il a compris, tu vois, j'espère. Ok. Ouais. Bon. Tu m'as aussi parlé de branlette. Ouais. Et de porno, plutôt. Parce que c'est plutôt ça le problème. Ouais, en vrai, t'as la sensation d'être accro au porno ? J'arrive à m'en détacher, je pense. Mais il y a eu des moments où, parce que la masturbation, ça, pour moi, c'est pas un problème. Je m'en fous, genre, le faire... Bon, faut modérer, évidemment. Hein, fais-le pas 7 fois par jour, sinon, c'est compliqué. Mais il y a eu des moments où... 2-3 fois par jour, ça m'arrivait, tu vois, quand j'étais au collège, lycée. Et en fait, c'est un plaisir qui est super simple à atteindre, d'autant plus avec le porno, quoi. C'est là, t'as ton téléphone et très vite, en fait, tu fais le truc. Dès le collège. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que... Non, mais pas 5, 6... Enfin non, 5e, 4e plutôt. Ouais. Mais donc, t'avais quoi, 12 ans ? Ouais. 13, 14. Mais encore une fois, c'est pas pour te juger, mais c'est juste pour aussi montrer la réalité de... ce que le porno, à quel point le porno est accessible à des mots. Ah non, mais c'est terrible. Hein. Super tôt, quoi. Ah oui. Moi, je me souviens que une des premières fois où je commençais à être curieux et à aller voir, c'était. J'avais la 3DS là, et t'as Internet dessus. Alors, le Internet, il est très lent, mais il est il est pas du tout optimisé. Mais je me souviens que je commençais à taper des trucs dans la barre de recherche pour aller voir, quoi. Et ça marchait. Ça marchait, malheureusement. Putain, Nintendo. Ouais. Chaud. Je te jure. C'est trop marrant ce truc de 3DS qui est finalement un peu une console un peu familiale et tout. Ouais, bah oui. D'aller mettre du porno dessus. Bah après, oui, c'est moi qui... Mais c'est pour ça que sur la Switch, tu peux pas aller sur Internet. Non, j'en sais rien. Mais tu peux pas aller sur Internet sur la Switch. Ah, yes. Je sais pas si c'est pour ça. En vrai, c'est pas impossible, hein. Je sais pas. Non, mais c'est juste pour t'expliquer un petit peu, c'est que quand j'avais, donc, à 12-13 ans, moi, de ma génération à moi, si je voulais aller voir du porno, c'était... Il y avait mes parents déjà qui avaient Canal+. Ouais. Donc, une fois par mois, il y avait un film porno qui passait, qui était rediffusé à plusieurs moments. En fait, si je voulais aller enregistrer du porno à l'insu de mes parents, c'était simple. Je me levais à 2h du mat', j'allais programmer... Enfin, tu vois, je pouvais même pas programmer, donc je foutais la cassette dans le magnétoscope, tu vois, ça enregistrait. Et le matin, il fallait que je sois le premier levé pour pouvoir récupérer la cassette. Ah ouais. C'était ma cassette porno, quoi, tu vois. J'avais une cassette. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et c'était un délire, quoi. Après, il fallait avoir un magnétoscope pour lire le truc. Ouais. C'était un dos. Bah, c'est ça. Là, aujourd'hui, toi, tu l'as limite dans ton téléphone, quoi. Dans ta poche, quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est pas limite, c'est complètement ça. Genre, moi, à 2h du matin, je sors mon téléphone, à 2h05, c'est fini, quoi. Et aujourd'hui, ça va mieux, tu vois. Pas parfait, mais je sens que je fais le bon chemin et que c'est good. Et le porno mainstream fait par des hommes pour des hommes, c'est ça qui est très problématique aussi, je trouve, dans le sens où déjà c'est pas la réalité. Enfin, ça, je l'ai déconstruit depuis longtemps et j'en suis bien conscient, tu vois, je m'en fous. Mais comment tu l'as déconstruit ? Parce que en fait, moi je date des meufs de 35, 45 ans qui me racontent qu'elles ont encore des gars
qui sont comme s'ils étaient dans une performance porno, quoi. Ah ouais. Ils sont pas du tout dans une relation, ils sont juste dans tiens, je vais te baiser, et puis en fait ils sont en train de se regarder. C'est comme bizarre, comme s'ils étaient en train de se regarder en même temps, quoi. Ouais. Bah du coup, j'ai eu mes premières vraies expériences avec Gwen et j'ai vu que c'était pas comme ça. Et j'ai toujours eu une approche, j'ai toujours eu l'idée de respecter les femmes et de, ouais, dans le porno, il y a ce truc de le mec il vient et c'est tout. C'est tout. Le plaisir féminin, il est inexistant, juste elle hurle dans la vidéo, puis ça va pas plus loin. Et je sais pas, enfin, pour moi, c'était pas ça, tu vois. Je voyais ça, mais j'avais. Tu t'es toujours dit, ok, c'est du cinéma, quoi. Ouais. Okay. Je pense que j'arrivais un peu à me détacher de ça. Et puis, bah, de toute façon, j'ai commencé à expérimenter et à voir que c'était pas ça, tu vois. Et ok, tu vois. Ouais, c'était. Mais par exemple, ta première fois, alors que t'as été éduqué au porno comme ça, est-ce que tu t'es dit, ok, donc il faut que je fasse comme les acteurs, ou t'avais déjà en tête que non, c'était pas du tout. Non, ouais. Ok. Non. Ce qui est déjà bien. Ouais, bah je sais pas. Pour moi, c'était assez naturel, mais j'avais ces craintes de ouais, la performance, tu vois, t'as peur de pas bien faire, et j'avais peur de pas réussir à donner du plaisir aussi, tu vois. Et bah, c'est nul, mais la taille de ma bite, taille de la teub, bah c'est ça. Bah malheureusement, ça pour le coup, ça j'avais une inquiétude, tu vois, je savais pas, tu vois, j'avais peur que ça marche pas, que ce soit pas bien et tout, mais j'ai expérimenté, ça s'est très bien passé, il y a aucun problème, tu vois. Maintenant, m'en fous. À quel point le fait d'avoir donc expérimenté du porno depuis 12 ans et de voir ces mecs avec des braquemars de l'impossible, etc., ça t'a pas aussi, tu vois, mis une échelle qui est inatteignable, quoi. Ouais. Non, je pense pas. Non. En fait, c'est pas lié. Non. En fait, le problème que j'ai eu, c'est que j'en regardais beaucoup, tu vois. Et comme je te dis, c'est un plaisir qui est super simple à atteindre. Et quand tu fais ton truc, bah ouais, voilà, c'est sympa. Mais aujourd'hui, j'essaye d'utiliser des supports qui sont plus. Tu me disais sain dans le mail. Ouais. Bah ça veut dire quoi, sain ? De l'audio, par exemple, ou du porno pour femmes, tu vois. le porno romantique, quoi. Bah oui, non, mais si, c'est comme ça qu'ils appellent ça, mais je trouve ça ridicule, tu vois. Mais c'est juste des moments où je prends plus le temps, tu vois. Je me retrouve avec moi-même et juste c'est plus compliqué, c'est plus long, mais c'est mieux, tu vois. L'issue du truc, elle est juste mieux, plus intéressante et t'as moins l'impression de. Et donc tu dis que c'est plus compliqué. Ouais. Parce que le porno c'est super facile, ça va super vite et moi j'ai aucun problème. Enfin, c'est vrai, c'est rapide, quoi. Ah, ok. Et avec parce que t'as un support visuel aussi. Moi, c'est pas plus compliqué. Ouais. C'est juste au contraire, c'est mieux. Le porno, tu veux dire ? Non, c'est mieux de rentrer en soi et de se dire ok. Oui. Non mais oui. D'aller chercher ton plaisir par toi-même. Ouf, mais complètement. Ok. Mais c'est juste que ouais, moi je suis assez visuel et du coup bah le porno ça marche de ouf, quoi. Et juste avoir un audio par exemple, c'est beaucoup plus érotique, c'est plus lent, c'est plus. Tu te connectes plus avec toi-même, en fait, et tu prends plus le temps. Et c'est mieux. Genre vraiment, je le remarque, tu vois, je suis de plus en plus à moins regarder du porno, du coup, mainstream surtout. Et je vois que c'est mieux, en fait, quand je regarde pas ça. Mais c'est plus long, tu vois. C'est moins simple à appréhender. Et t'as la sensation d'avoir dû faire une cure de désintox consciente un peu. Ouais, je pense, il y a des fois où je me force à pas regarder ces trucs-là, tu vois. Et à essayer de faire avec des supports plus sains, je pense. Ouais. Ok. Mais je sens que j'avance et que je fais le bon chemin et en vrai, je suis content de ça, tu vois. C'est vraiment bien. Ok. Ouais. Et t'as la sensation que ton ex t'a pas mal aidé sur ce chemin-là, ou c'est un truc dont vous parliez ensemble, de tes pratiques masturbatoires avec le porno ? Oui, c'était ok, genre il y avait pas de problème et j'arrivais carrément à il y avait un bon équilibre entre la masturbation et le sexe à deux, du coup, et c'était ok, genre enfin il y avait pas de problème, j'arrivais bien à dissocier le truc et il y a jamais eu de problème. Ouais. Bien ouais, Jean. Merci. Non mais c'est trop cool, franchement. T'as 21 ans, t'es conscient de plein de trucs. J'essaye. Ouais, non, franchement, j'aurais bien aimé être à ta place à 20 piges. Hein. Ouais, mais la société, enfin, c'est pas ta faute, quoi. Ah non, non, mais oui. Je suis pas en train de dire que c'était de ma faute. C'est juste. Si j'avais grandi à ton époque, j'aurais pas mieux, quoi. Tu vois. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire bravo parce que
je vois plein de mecs de 20-21 ans, ils sont pas tous... C'est cool que t'en sois là. Bah tant mieux. Ça te promet une chouette vie de mec. J'espère. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? Ah oui, si. Je me suis fait tatouer aussi, là. Je suis content. Ouais, je vois, il a l'air tout frais. Ouais. Il a quel âge? Je l'ai fait il y a un mois à peu près, ouais. Ok. Et ça fait super longtemps que je veux faire ça. Et bah pareil, tu vois, j'étais beaucoup en mode avec Gwen, ouais, non, bon, c'est bon, je le ferai plus tard, tu vois. J'arrivais pas à me fixer sur une idée aussi, il y avait plein de choses et tout. Ouais. J'avais pas mal d'idées avant, mais j'étais jamais sûr. Et puis c'est un pas, c'est de l'argent, c'est plein de choses. Il faut faire les démarches, tu vois, d'aller voir le tatoueur et c'est un truc à faire. Et ouais, je l'ai fait un mois après que ça se soit terminé. Et juste, j'ai eu une nouvelle idée qui m'a vraiment plu et j'ai contacté mon tatoueur et j'ai réfléchi un peu, mais pas trop longtemps. Et j'ai fait la démarche et je suis fier de moi, tu vois. Genre, ça c'est cool. Ok. Voilà. T'as envie d'en faire d'autres? Complètement. Mais pas. Enfin, je vais réfléchir bien évidemment à mes idées avant de le faire, tu vois. Je vais pas le faire pour le faire, mais je sais que ouais, j'en veux d'autres. T'as le droit de le faire pour le faire, on s'en fout, non? Je veux des trucs qui me plaisent. Je veux pas regretter comme un con, tu vois. Ouais. C'est marrant parce que Tu connais Casey Neistat? Non. C'est un YouTuber qui s'est fait connaître parce que pendant 2 ans, peut-être, il a fait des vlogs tous les jours. Ok. Le mec est fou, quoi. Ouais. Et en plus, chaque film était... Enfin, chaque petit vlog était en fait un petit film avec un début, un milieu, une fin, etc. Ouais. Enfin, le mec faisait en sorte de raconter une histoire chaque jour. Et en fait, il s'est écrit plein de trucs de façon un peu random parfois. Et en fait, il racontait que c'était aussi une façon pour lui de se souvenir de certains moments, de se souvenir, tu vois, de se souvenir d'ancrer finalement des moments un peu clés. Ouais. Et tu vois, je me demande à quel point c'était ça aussi pour toi, quoi. Bah si, ouais, c'était un gros truc de faire ça quand même, ouais. Genre, je vais m'en souvenir, c'est le premier en plus. Et ouais, un gros pas. Ouais. Oui, je vais m'en souvenir. Ça cristallise Ouais. ta nouvelle vie. Complètement. Bah, en vrai, ouais. Mais tu vois, je me suis posé quand même pas mal de questions parce que pour expliquer rapidement le tatouage et ce qu'il veut dire, moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Tame Impala, qui est assez connu. Et donc, son 3e album s'appelle Currents. Et en gros, le tatouage, c'est une représentation de cet album. Donc, c'est un album que j'aime vraiment très fort, tu vois. Il est super chouette. Sauf que l'album traite de la rupture de l'artiste, tu vois. Et je me suis dit, et en fait, au début, je savais pas, en fait. Au moment où je voulais me le faire tatouer, j'avais pas nécessairement compris. Genre, je voyais les sujets des chansons, mais j'avais pas trop fait le lien, si tu veux. Et après, je me suis dit, mais attends, mais est-ce que j'ai les idées en place pour faire ça, tu vois? Et si j'ai un tatouage qui représente une rupture au moment où je me fais quitter, c'est pas ouf, tu vois. Et en fait, non, juste, j'ai réussi vraiment à dissocier le truc. Et simplement, j'adore l'artiste. Visuellement, c'est un tatouage que je trouve aussi beau, tu vois. Très beau. Et pareil, si l'artiste dans 5 ans, j'aime plus, bah, c'est pas grave parce que ça a été un moment de ma vie, ça a été un truc important. Et ça m'a représenté pendant un moment. Et visuellement, c'est toujours joli. Donc, ouais, non, j'ai dissocié ça. Mais j'ai quand même eu la crainte de, si je fais un truc qui symbolise une rupture au moment où j'en traverse une. Mais non, ça va. Ok. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Benjamin. Bah je te remercie. C'était trop bien. Avec plaisir. J'espère que les gens à qui tu l'enverras, je sais pas, ça leur en apprendra un peu plus sur qui tu es. Ouais. L'intime raconte l'universel. Oh là là. Excellente punchline. J'ai la ref. Merci bien. Je te remercie. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.